Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence de l'ISEP. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un alumni, Victor, qui a réalisé la formation en sécurité environnement, prévention des risques. Donc, il est fraîchement diplômé de 2021. Et aujourd'hui, il va nous aborder un thème et un sujet que nous n'avons encore jamais abordé au sein de l'ISEP, et très intéressant, sur les Jeux Olympiques et leur impact sur l'environnement et tout le processus qu'ils ont engagé pour justement rendre cela vertueux. Je remercie Victor d'avoir accepté d'intervenir et je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Victor Lefay. Je suis diplômé de la session, de l'année 2021 en octobre dernier. Moi, je vais vous parler un peu dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique qui est organisée tous les ans par Paris 2024. Je vais vous en parler un peu plus sur le sport et notamment le sport et l'environnement pour montrer un peu les valeurs qui nous animent et quels sont en fait nos engagements vis-à-vis de ce projet. Donc pour ça, je vais vous faire quelque chose qui, j'espère, va être suffisamment captivant. D'abord, une présentation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour vous donner quelques chiffres, quelques dates, vous montrer aussi quelques cartes pour montrer les sites, c'est qu'on va retrouver. Ensuite, je vais vous parler de mon expérience, moi, au sein des Jeux, au sein du COJO. On va ensuite avoir l'intervention de Caroline Louis, la chef de projet en économie circulaire au sein de la direction excellence environnementale de Paris 2024, qui va vous parler un petit peu de la stratégie en termes d'économie circulaire. Un échange questions-réponses, donc ça va être soit les personnes dans la salle, soit sur Teams, donc n'hésitez pas à mettre le micro pour que tout le monde puisse vous entendre, ou à interagir via le chat. Et ensuite, on va avoir Ludivine Munoz, une ancienne athlète paralympique qui va partager un peu son souvenir des Jeux, qui va vous parler un peu de son expérience, que ce soit son expérience professionnelle ou son expérience en tant que sportive. Donc tout d'abord, la présentation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc comme vous le savez, peut-être, les Jeux Olympiques auront lieu en 2024, du 26 juillet au 11 août 2024 pour les Jeux Olympiques, et 2 semaines plus tard, du 28 août au 8 septembre, les Jeux Paralympiques. Donc c'est 2 semaines qui vont être à chaque fois, c'est 2 fois 2 semaines qui vont être à chaque fois très intenses, très rythmées par beaucoup de compétitions. Parce que comme vous pouvez le voir, les Jeux Olympiques, c'est 32 sports. Donc 32 sports, donc on parle de 28 sports entre guillemets qui sont traditionnels. Donc c'est le volley, le handball, le tennis, le football, le cyclisme notamment, et 4 sports additionnels. Donc pour l'édition des Jeux de Paris 2024, les sports additionnels sont le breakdance, le surf, le skateboard et l'escalade. Donc certains de ces sports, vous les avez déjà vus aux Jeux de Tokyo, et le sport qui a été rajouté par rapport aux Jeux de Tokyo notamment, c'est le breakdance, qui va avoir lieu pour la première fois de l'histoire des Jeux. Ensuite, on trouve 22 sports paralympiques. Donc les sports paralympiques, c'est c'est beaucoup de sports qui sont en relation avec les sports traditionnels. Donc, on retrouve par exemple du para-athlétisme, de la para-natation pour les plus connus. On trouve aussi parfois des sports un peu moins connus. On peut penser notamment à la boccia ou encore au cécifoot ou au goalball. Si vous ne connaissez pas, je vais vous inviter un peu à regarder. C'est des sports qui sont très intéressants, qu'on ne connaît pas forcément et qui sont parfois un peu, qui existent un peu aussi avec les Jeux paralympiques. Ça permet justement aux personnes qui participent à ces compétitions d'avoir une expérience internationale unique. Pour cela, en fait, on va avoir différents sites de compétition qui vont être répartis, donc, comme vous pouvez le voir, dans toute l'île de France. Par rapport à l'île de France, on retrouve notamment Paris. Paris avec des sites majeurs, des sites emblématiques, tels que la place de la Concorde, notamment, où il y aura toutes les épreuves urbaines, tout ce qui est basket 3-3, breakdance, BMX freestyle, ce genre de choses. Ensuite, on va retrouver les Champs-Élysées, enfin, pardon, pas les Champs-Élysées du tout. On va retrouver le Champ de Mars avec juste en bas, au pied de la Tour Eiffel, un stade de volleyball, ou encore aussi aux Invalides avec le stade de tir à l'arc, donc dans le jardin des Invalides. Pour ça, on va aussi avoir d'autres sites qui se trouvent dans la proche couronne, dans la petite couronne de Paris, notamment beaucoup dans le 93, avec un site qui n'est pas des moindres, mais le village olympique, qui va accueillir la majorité des athlètes olympiques durant la compétition. On va aussi bien sûr retrouver le Stade de France,
avec notamment les épreuves comme le rugby à 7 ou l'athlétisme. On va pouvoir aussi retrouver le stand de tir pour le tir sportif à la Courneuve ou encore le stade d'escalade au Bourget. On va aussi retrouver un site qui est un peu particulier qu'on appelle le Main Media Center. Donc en fait, c'est la régie des Jeux Olympiques, qui va être l'endroit où toutes les images des Jeux Olympiques vont être captées, vont être ramenées à cet endroit-là. Et après, on va aussi avoir dans des sites qui sont un peu plus éloignés, notamment dans les Yvelines. On va retrouver par exemple des sites comme le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Château de Versailles où il y aura les épreuves d'équitation, ou encore en Seine-et-Marne, les épreuves d'aviron, les épreuves qui vont être un peu plus sur tout ce qui est course en ligne pour le canoë-kayak ou ce genre de choses, ou aussi les courses en eau vive. Donc il faut savoir qu'un des buts de Paris 2024, c'est d'intégrer un maximum les Français dans ce projet, de pouvoir ramener les Jeux chez un maximum de Français. Donc, au-delà de ne pas se concentrer seulement sur Paris, d'élargir à l'Île-de-France dans son entièreté, c'est aussi pouvoir aller dans la France entière. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouvera des épreuves un peu partout en France, notamment le handball qui se tiendra à Lille, le football aussi qui sera dans plusieurs stades, à savoir les stades de Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne, Nice, Marseille ou Lyon, avec aussi le Parc des Princes pour le football. On retrouvera aussi par exemple les épreuves de voile à Marseille, ou encore les épreuves de surf à Tahiti. Donc voilà, on est vraiment dans une volonté d'intégrer un maximum de Français dans les Jeux, d'intégrer un maximum le territoire français, de faire profiter ces Jeux à un maximum de personnes, parce que pour nous c'est essentiel. On ne fait pas seulement des Jeux pour les Parisiens, on fait des Jeux pour tous les Français. Le but c'est de permettre à chacun d'avoir l'opportunité d'avoir un site olympique ou paralympique, comme on va le voir à proximité. Donc si on regarde un peu plus, voilà les villes qui sont en dehors de Paris sur lesquelles on va avoir des épreuves. Voilà, on voit bien que c'est une répartition qui est un peu partout en France. Le but, voilà, c'est de permettre un maximum de visibilité pour tout le monde. Et quand on regarde la carte des Jeux paralympiques, ce qui est très marquant au premier abord, c'est que l'ensemble des sites paralympiques sont sur des sites olympiques de base. Donc tous les sites olympiques ne sont pas conservés pour les Jeux paralympiques simplement parce qu'il y a moins d'épreuves. Mais les sites majeurs sont préservés, comme par exemple le stade à la Tour Eiffel, aux Invalides. Mais en fait, notre but, c'est vraiment de réussir à donner la même visibilité aux Paralympiques et aux Olympiques. Il n'y a pas d'un côté les Jeux paralympiques, d'un côté les Jeux olympiques. Pour nous, on veut vraiment avoir des Jeux qui réunissent tout le monde, des Jeux qui mettent tout le monde en valeur, à leur juste valeur. Il faut savoir aussi que les Jeux paralympiques, c'est toujours important de les mettre en avant parce que les Jeux paralympiques, c'est beaucoup de belles histoires, c'est beaucoup d'athlètes qui retrouvent en fait parfois un peu le goût à la vie pour certains via justement ce genre d'événement. Donc c'est très important pour nous de réussir à leur donner la même visibilité, à leur donner justement l'envie de venir et de se dire qu'ils vont concourir devant le même public que pendant les Jeux paralympiques et de leur faire comprendre que on n'a pas les Jeux olympiques d'un côté et les Jeux paralympiques de l'autre, qu'on a bien les Jeux dans leur ensemble qui permettent en fait tout simplement de faire briller des sportifs. Je pense que c'est un peu le but et donner un peu de faire vivre un peu d'émotion à tout le monde, j'imagine, et notamment on l'a vu cet été à Tokyo, la délégation paralympique française a brillé. Et donc, du coup, le but, c'est de leur donner la même opportunité de briller, mais cette fois à domicile, pour ajouter un peu de compétition pour les autres. Donc maintenant, je vais parler un peu de quelques chiffres pour que vous puissiez voir l'impact que ça peut avoir. Donc, il faut savoir que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Pour vous donner un chiffre aussi qui est très parlant, la cérémonie d'ouverture, qui pour nous, à Paris 2024, devrait se passer sur la Seine, donc pour pouvoir ouvrir à plus de monde, qui va être pour la première fois une cérémonie qui va se passer en dehors des stades. Rien que la cérémonie d'ouverture, c'est environ 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Donc c'est-à-dire qu'une personne sur 7, en moyenne, va regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est pour vous dire à peu près l'impact que ça peut avoir. C'est 13,5 millions de spectateurs dans les stades. Donc le but, vous allez comprendre après pourquoi c'est important d'en parler, parce que le but, c'est de pouvoir assurer leur sécurité. Et donc ça fait écho avec moi, mon expérience des Jeux. Et surtout, c'est de leur permettre de vivre une expérience qui soit unique. Je pense qu'on rêve tous de pouvoir participer aux Jeux, ou du moins en tant que spectateur. Pardon. Et ensuite, c'est 206 nations représentées.
Donc au-delà des nations qui sont habituellement sur la scène internationale, auxquelles dans le sport on peut penser aux États-Unis, à la Chine, ça permet aussi à les petites nations parfois de briller aussi. Si on prend les 2 dernières éditions des JO, des Jeux olympiques d'été, 2 nations ont obtenu leur première médaille d'or. Une à Rio, la nation c'est les Fidji qui ont obtenu leur première médaille d'or avec le rugby à 7. Et aux derniers Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de Tokyo, on a la nation, donc une petite nation encore une fois, qui a obtenu sa première médaille d'or. C'est les Bermudes qui ont gagné leur première médaille d'or avec le triathlon. Donc voilà, ça permet à ces nations, à ces athlètes, de réussir parfois des choses extraordinaires, de mettre en avant leur pays. Enfin, c'est vraiment une opportunité pour beaucoup de personnes. Donc le but, c'est de leur offrir la meilleure expérience. Donc pour les sports pratiqués, encore une fois, je vous l'ai dit, donc c'est 32 sports olympiques, 28 traditionnels plus 4 additionnels, 22 sports paralympiques, c'est 10 500 athlètes olympiques et 4 400 athlètes paralympiques. Donc c'est pour vous dire à peu près le nombre de personnes que ça représente. Et c'est environ 31 500 volontaires pour les Jeux olympiques et 13 500 pour les Jeux paralympiques. Donc encore une fois, c'est une logistique qui est incroyable, c'est un événement qui est énorme. Pour continuer un peu sur les chiffres, cette fois des chiffres un peu plus en lien avec les médias, donc c'est plus de 26 000 représentants des médias accrédités, donc c'est des médias du monde entier, que ce soit, pour citer des grosses chaînes, on peut penser à par exemple Discovery aux États-Unis, ou même toutes les grandes chaînes chinoises qui vont être présentes, qui vont avoir les yeux braqués sur nous, sur Paris. En fait, on va vraiment avoir le monde qui a les yeux braqués sur nous. C'est 15 millions de spectateurs pour le relais de la flamme. Donc le but, c'est d'avoir la flamme olympique, enfin les flammes olympiques et paralympiques qui traversent la France et parfois même le monde pour pouvoir être présenté à tout le monde. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir près de chez vous, ce sera toujours, je pense que c'est un moment qui va être vraiment sympa. Il y a aussi le relais des drapeaux. En ce moment, les drapeaux olympiques et paralympiques font le tour de la France, donc n'hésitez pas à y aller. C'est toujours des expériences très sympathiques. Et c'est plus de 350 000 heures de diffusion TV, toutes plateformes confondues. Donc c'est pour vous dire à peu près l'impact que ça représente à travers le monde et la logistique, encore une fois. Donc maintenant, je voulais vous montrer cette photo pour que vous puissiez voir un peu tous les métiers qu'on peut retrouver dans un comité d'organisation comme le mien. Donc, en somme, une photo qui est très banale, avec Ted Gainer qui a une médaille d'or. C'est arrivé au moins 2 fois. Et donc, si on regarde, ça représente beaucoup de choses parce que déjà, on retrouve pour l'ensemble de l'infrastructure dans laquelle il va concourir, ça demande beaucoup de personnes, ça demande de la planification, ça demande de l'excellence environnementale, de l'héritage pour être sûr de contrôler notre impact, et aussi tout bêtement des personnes pour construire l'infrastructure et gérer sa construction. On va aussi retrouver du look, donc tout bêtement c'est l'image. L'image qui va mettre en avant les Jeux Olympiques. On va retrouver aussi des spectateurs, parce que sans spectateurs, la compétition est quand même un peu moins intéressante. Donc tout ça, c'est de l'expérience spectateur, c'est de la billetterie, c'est du nettoyage aussi, parce que qui dit spectateur dit déchets. On va aussi retrouver des volontaires. Donc pour gérer ces volontaires, il faut des ressources humaines, il faut des personnes aussi pour les habiller. On va retrouver les accréditations, la sécurité, parce que la sécurité et la sûreté, c'est un enjeu majeur pour nous, parce que le but, encore une fois, c'est de garantir justement une expérience la moins dangereuse, enfin, la plus sympathique pour tout le monde et donc sans danger. On va retrouver aussi de l'opération des sites, donc tout simplement quand il faut du matériel sur les sites, donc il faut des personnes pour gérer toute cette logistique. On va retrouver des athlètes. Qui dit athlète dit il faut bien avoir des personnes qui vont gérer justement leur arrivée, leur départ, qui vont gérer avec les fédérations internationales les compétitions. Et il faut aussi un village pour les accueillir. Et il faut des services médicaux, de l'antidopage. Voilà, en somme, c'est totalement normal. Tout ça, c'est des choses qui sont totalement normales. Et aussi, il faut bien sûr un service qui va s'occuper de gérer les différents comités nationaux olympiques et paralympiques pour pouvoir interagir avec eux, être sûr qu'ils sont dans les meilleures dispositions, qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin. Et bien sûr, la médaille. Il faut bien avoir des personnes pour anticiper les besoins en médailles, pour avoir des médailles uniques qui rappellent les Jeux Olympiques, qui rappellent des bons souvenirs.
et du marketing et du juridique, parce que on a beaucoup de marques, beaucoup de sponsors qui veulent intervenir dans les jeux, évidemment. Donc voilà, tout ça, il faut aussi donner un cadre légal. Donc moi, je vais essayer de vous parler un peu plus de mon expérience au sein de Paris 2024, donc ce qu'on appelle pour le titre total, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc moi, je suis arrivé en mars 2021 en PFE, donc pour certains d'entre vous, je pense que ça vous dit déjà quelque chose. Donc j'ai fait mes 6 mois de stage et j'ai été embauché à la suite. Donc aujourd'hui, je suis en CDD là-bas pour au moins jusqu'à fin février. Mon poste, pour le moment, moi, je suis chargé de mission conformité et prévention des risques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mon but dans l'entreprise, enfin dans l'organisation, pardon, c'est de m'assurer que tous les sites sont aux normes en termes de sécurité incendie et d'accessibilité. C'est d'être certain que du point de vue de la sécurité incendie, tout est construit selon les normes de sécurité incendie, et d'être sûr qu'on a anticipé un maximum de problèmes. Et aussi de permettre qu'un maximum de personnes puissent venir justement aux Jeux Olympiques en garantissant une accessibilité universelle. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de recherche aussi, beaucoup de travail, ça demande de régler beaucoup de problèmes, bien sûr. Et c'est aussi mettre en place la prévention la prévention des risques sur les futurs chantiers. Donc comme vous le savez, on va avoir beaucoup de chantiers et des chantiers énormes. On a déjà des chantiers qui sont en cours. Pour vous en citer quelques-uns, on peut penser au village olympique qui est en cours de construction, ou encore ce qu'on appelle le centre aquatique, qui est en fait un bassin olympique qui avait construit juste en face du Stade de France, dans lequel on retrouvera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon ou encore de water polo. Donc tout ça, en fait, ça demande de mettre en place une bonne prévention des risques, parce que le but, c'est d'avoir zéro accident. Le but, c'est d'avoir zéro accident, qui implique aussi zéro mort, très, très clairement. Non, mais il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que c'est une volonté. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule édition des Jeux Olympiques où il y a eu zéro mort, c'est les Jeux de Londres, en tout cas sur les chantiers. Donc du coup, c'est une ambition qui est portée justement par Paris 2024, parce que c'est quelque chose qui est fondamental, que ce soit non aussi pour l'image, tout simplement, pour montrer que on a un savoir-faire français en matière de sécurité qui est excellent. Donc, mes missions au sein du comité, j'en ai plein. Très clairement, elles changent tout le temps. Donc, je vous ai mis les principales qui sont là pour le moment. Peut-être que dans 6 mois, on en parlera d'autres. Mais donc, ça va être du suivi des relations avec nos partenaires. Donc, on travaille avec beaucoup de sociétés expertes dans leur domaine, soit en accessibilité, en contrôle technique. Et donc, le but, c'est vraiment de réussir à ce qu'ils aient la meilleure expérience possible avec nous, et qu'ils fassent le meilleur travail possible aussi. C'est la mise en place et le suivi de marché pour la sélection d'experts techniques. Donc, c'est pas moi qui vais faire les sélections, mais en tout cas, je vais suivre le process de mise en place du marché. Je vais participer à la rédaction des cahiers des charges. Je vais participer aussi un petit peu sur certains aspects à la sélection, notamment sur les critères techniques. Je vais participer aux soutenances quand quand on recevra justement tous ces experts. Ça va être aussi l'organisation et le suivi du programme de formation interne. Il faut savoir que voilà, on a beaucoup de personnes qui viennent par exemple de pays étrangers, que ce soit du Brésil, d'Angleterre, du Canada. Et donc du coup pour ça, ils n'ont pas forcément l'habitude des normes françaises. Et voilà, nous le but c'est de réussir à leur donner toutes les clés pour pouvoir justement savoir faire face à ces normes et savoir comment les interpréter dans leur domaine. Ça va être aussi un autre point très important. Je vais être aussi un appui technique sur toutes les problématiques de conformité et de prévention des risques. Donc, pour certains, il y a peut-être des mots qui vont vous dire quelque chose. Donc, on peut penser aux ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement, parce qu'encore une fois, ça participe à notre ambition de polluer le moins possible. Donc, du coup, on va pouvoir installer parfois des groupes électrogènes, tout simplement, qui peuvent avoir, en cas de fuite de carburant, un impact sur l'environnement. Donc, c'est prévenir ce genre de problème. On va retrouver des ERP, ce qu'on appelle les établissements recevant du public. Tout bêtement, tous nos sites sont des ERP. Donc, ça a une réglementation qui est très stricte, qui demande une grande attention pour être sûr que tout soit pris en compte. Donc, pour ça,
il faut des experts comme mon équipe, enfin l'équipe dans laquelle je suis, pardon, pour pouvoir justement apporter toutes ces réponses. On peut penser aussi à l'accessibilité. Il y a beaucoup de normes d'accessibilité en France. Donc parfois, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui comptent pour certaines personnes. Donc le but, c'est d'être sûr que personne ne soit exclu. On peut aussi penser à l'amiante qui est toujours présente, qui est un risque qui est très présent dans les vieux bâtiments notamment. Donc voilà, le but, c'est de l'anticiper. Tout ça, en fait, c'est être sûr d'être présent quand les personnes ont des problèmes ou des questions pour pouvoir y répondre et anticiper un maximum. On peut aussi, et une autre de mes missions pardon, qui est aussi un peu plus sympathique, c'est la participation aux audits techniques, donc des sites dont je m'occupe, donc je vais vous les présenter juste après, mais en gros, c'est aussi parfois d'aller sur le site, de voir l'envers du décor, de voir comment ça fonctionne, de voir quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir, quels sont les problèmes nous, on pourrait avoir par rapport à leur fonctionnement. Comment est le site aussi, parce que le but, c'est aussi de comprendre son fonctionnement. Donc, par exemple, pour vous montrer, ça, c'est une photo qui a été prise en novembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, dans le village olympique. Donc ça, c'est la construction. Donc, on peut voir ces quatre, si je ne dis pas de bêtises, ces quatre bâtiments qui sont en construction. Donc ils sortent de terre petit à petit. Voilà, parfois aussi, c'est juste aller sur les sites pour avoir le plaisir de voir comment ça avance, pour avoir le plaisir de voir que tous nos plans, un jour, ça donne quelque chose de concret. Donc maintenant, je vais essayer de vous projeter un peu plus en 2024 et je vais vous présenter un peu moi les sites sur lesquels je travaille, pour le moment en tout cas. Donc le premier, c'est le Golfe National, donc, qui se trouve qui se trouve dans les Yvelines, pardon. Et donc, c'est un golfe, mais comme vous pouvez le voir, ça va ramener. On pense que ça va ramener beaucoup de monde, bien sûr, et c'est quelque chose où ça demande beaucoup de logistique, notamment sur les écrans ici, où c'est les structures échafaudages qu'il faut sécuriser parce qu'il y aura beaucoup de personnes autour, donc il faut appliquer les bonnes normes sur ce genre de site. En soi, c'est pas un des sites qui va demander le plus en matière de construction, mais c'est un site qui est très étendu. Donc, c'est un site qui va forcément demander beaucoup de travail dans la préparation des équipes de secours, par exemple. On peut penser ici, donc là, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, encore une fois, ça, c'est un site qui est déjà existant, donc qui est déjà très beau. Comme vous pouvez le voir, il ressemble déjà plus ou moins à ça, mais il aura bien sûr, il sera encore plus beau en vrai, je peux vous le garantir. Ici, on peut retrouver le stade de BMX. Donc, encore une fois, pareil, qui se trouve juste derrière le vélodrome. Donc, ici, on retrouve le vélodrome. Donc, voilà, pour les épreuves olympiques. Donc, avec des problématiques, cette fois, où le stade est déjà construit, mais on a des tribunes de chaque côté. Donc, du coup, il faut pouvoir sécuriser ces tribunes d'un point de vue sécurité incendie, pour pouvoir sécuriser au maximum toutes les personnes qui vont assister aux compétitions. Ici, donc ça, c'est un de nos sites phares. C'est un des sites les plus impressionnants. Donc, on ne le voit pas forcément très bien ici, mais pour ceux qui ont le meilleur œil, c'est le château de Versailles, avec le grand canal juste ici. Donc tout au bout des jardins, on va construire un stade de 15 000 personnes complètement temporaire pour laisser aucune trace en fait, parce que c'est aussi un de nos engagements, c'est de réussir à ne laisser aucune trace après notre passage. Et avec notamment aussi une particularité, c'est qu'on va aussi avoir une épreuve qui va se dérouler dans le jardin, donc tout autour du canal. On va avoir en fait l'épreuve de cross-country, qui est une épreuve d'équitation qui fait partie du concours complet. Et en fait, c'est un sprint sur un parcours imposé. Et donc, ça rajoute des complexités supplémentaires. Mais voilà, ici, on ne voit pas forcément très bien, mais il faut imaginer que derrière, là, on va avoir une tribune en plus. Donc, du coup, ça va vraiment faire un cocon, une aréna pour tous les athlètes qui, en fait, va leur permettre d'être vraiment au cœur même du château. Et donc, ça demande beaucoup de préparation. C'est un site qui est très difficile. Et surtout qu'il accueille aussi d'autres sports qui est le pentathlon moderne. Donc pour les moins connaisseurs, le pentathlon moderne, en fait, c'est une épreuve qui réunit à la fois de l'escrime, de la natation, de la course à pied, du tir et de l'équitation. Donc voilà, donc c'est vous dire à peu près ce qu'un site comme ça représente et puis même ce que ça représente en termes d'image. C'est un site qui est magnifique pour y être allé encore il n'y a pas longtemps. C'est une atmosphère qui va être incroyable. Ensuite, ici, un des derniers sites, c'est la base nautique de Vers-sur-Marne. Donc, cette base nautique, elle va accueillir à la fois les épreuves de canoë slalom, donc qui sont
qui en fait, c'est ce qu'on appelle du canoë et du kayak en eau vive, parce que l'eau bouge, et on va avoir les épreuves aussi d'aviron et de kayak sprint. Donc en fait, cette fois, c'est sur de l'eau plate, donc en gros, c'est des grandes distances de 1 km en général, voire un peu moins pour le sprint quand même. Et voilà, c'est un site qui est existant, qui existe déjà, mais il va quand même falloir ajouter par exemple toutes ces tribunes. Et donc, qui dit tribune temporaire dit sécurisation des personnes. Donc c'est un site qui est encore une fois qui est très très beau. Et là, un des sites, voilà, je pense que c'est un des sites qui va rester le plus dans les mémoires aussi, parce que c'est un des sites qui va durer. Je vous présente un peu une image du futur village olympique. Donc avec ici, on retrouve, pour ceux qui connaissent un peu Paris, ici on retrouve la Cité du cinéma, qui est un peu le point central, parce que c'est l'endroit où les athlètes viendront se restaurer. Donc ce sera le restaurant des athlètes. Ici, on retrouve, en fait, il faut imaginer que le village olympique s'étend à peu près sur toute cette partie-là. Donc c'est en fait construire une ville de 15 000 personnes au milieu d'une ville, en l'occurrence de 3 villes, parce qu'on retrouve ici la partie, alors si je ne dis pas de bêtises, ici c'est la partie Saint-Denis, ici on a la partie Saint-Ouen, et ici on a la partie l'île Saint-Denis. Donc voilà, c'est pour vous montrer à peu près l'ampleur de la chose, pour que vous voyez un peu, ici on retrouve le Stade de France, donc là on retrouve la Tour Pleyel, qui sont des monuments assez importants à Paris, donc du coup, voilà, pour vous donner à peu près la taille du site, c'est un des sites sur lesquels je préfère travailler parce que c'est un des sites les plus challengeants, qui demande le plus de travail. Et en fait, pour vous expliquer un peu, c'est un site où on va permettre aux athlètes d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être tout simplement, de la restauration. Ça peut être aussi de quoi s'entraîner, parce qu'on va avoir des terrains d'entraînement ici dans ces studios. Donc ça, c'est des studios normalement qui appartiennent à Luc Besson, le réalisateur. Et donc ici, on va les transformer en site d'entraînement. Ici, on va avoir une polyclinique pour assurer les premiers soins. On va avoir aussi ici du transport pour permettre aux athlètes d'aller à leur compétition. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, on est vraiment en train de construire une ville, et donc c'est un site qui est très compliqué, très challengeant, mais en même temps qui est très motivant parce qu'en fait il est très diversifié, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Donc moi, le but maintenant, c'est de vous parler un peu moi de mon retour d'expérience par rapport à ça. Déjà, travailler au jeu, c'est une expérience incroyable, c'est très challengeant. Je pense que, très honnêtement, c'est l'opportunité d'une vie. Pour moi, ça a été, quand j'ai vu l'offre d'emploi sur LinkedIn, j'ai sauté sur l'occasion, et donc, du coup, j'ai vraiment voulu y aller. Je m'étais dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je peux pas participer à ce projet? Parce que ça m'a permis aussi d'avoir des rencontres inattendues et très enrichissantes. Donc, d'un point de vue personnel, voilà, je peux me targuer d'avoir ma petite photo avec Tony Estanguet, qui est triple champion olympique de canoë slalom, avec Martin Fourcade, qui est quintuple champion olympique aux Jeux olympiques d'hiver. Mais au-delà de ça, c'est surtout, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'experts dans leur domaine qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, d'avoir une expérience très enrichissante en matière de savoir notamment, et d'apprendre des choses sur tout ce qui est par exemple quelque chose d'essentiel, mais comment on alimente en énergie un événement tel que les Jeux Olympiques, ou alors comment ça fonctionne la télé sur un site olympique. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on apprend en rentrant dans l'envers du décor. C'est aussi beaucoup de responsabilités très rapidement, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de sites. On a une équipe qui pour le moment se développe de plus en plus, mais voilà, on y va petit à petit. Donc du coup, il faut savoir gérer des choses parfois qui nous dépassent un peu, mais on apprend sur le terrain notamment. C'est aussi c'est beaucoup de responsabilités parce que tout simplement c'est les Jeux Olympiques, hein, tout bêtement. Donc c'est impossible de s'ennuyer. Tous les jours on a quelque chose de nouveau. J'ai l'avantage que parfois j'arrive le lundi matin, je ne sais pas ce que je vais faire de ma semaine. Je repars le lundi soir, ma semaine est incroyablement chargée. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, hein, il faut le dire. Et aussi, il faut savoir que sur un projet comme les Jeux Olympiques, on se retrouve dans une situation où la réalité du jour, c'est pas forcément la même que le lendemain. La semaine d'après, ce que vous pensiez la semaine d'avant, ça vaut plus. Et un mois plus tard, on est passé à autre chose, quoi. Donc ça bouge en permanence. Ça bouge en permanence. Comme je l'ai dit, mon poste évolue en permanence. J'ai de nouvelles responsabilités, des nouvelles missions. Parce que tout bêtement, on est à un autre stade du projet. Il faut imaginer que les Jeux Olympiques, c'est simplement,
pour les étudiants qui sont ici, c'est comme faire un projet à l'ESEP, sauf qu'on a 4 ans pour le faire, on a un budget énorme et on a une attente qui est un peu plus que Monsieur Roberti ou Moïse pour les personnes qui connaissent. Donc voilà, on a des personnes qui nous attendent un peu plus que mais même si c'est très important hein, de toujours savoir répondre à ce qu'ils veulent. Et donc je continue. C'est le développement d'une adaptabilité aussi à toute épreuve, parce que tout simplement, parfois on arrive, on fait sa journée, tout se passe bien, et là d'un coup on a un problème. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, quelque chose que personne n'avait anticipé. Parfois on regarde une norme, on se dit tiens, est-ce qu'on l'a pris en compte ce truc-là? Non, on l'avait pas pris en compte. Donc c'est réunion avec tout le monde pour être sûr, pour voir comment est-ce que ça pose un problème ou pas. Parfois c'est tout simplement c'est des problématiques, c'est une problématique toute petite comme ça. Puis après on prend la pelote, on dépelote, on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil, et au final on se rend compte que c'est que la toute petite problématique comme ça, en fait, c'est 6 mois de travail. Donc, voilà, ça fait partie aussi de la chose. Et puis, tout simplement aussi, c'est la découverte de l'envers du décor et de sites extraordinaires. Voilà, ça m'a permis, moi, de comprendre, par exemple, comment ça fonctionne un stade de foot en tout temps, comment fonctionne un vélodrome. Ça m'a permis aussi de comprendre ce que c'était les Jeux Olympiques, le nombre de personnes que ça mobilise, que ce soit la partie pour s'occuper des sites, pour la construction, pour l'habillage, pour accueillir les différentes fédérations internationales, mais aussi quelque chose auquel on pense parfois un peu moins, mais la partie ressources humaines, comment gérer toute cette ressource humaine qui va travailler sur les sites. Parfois aussi, en cybersécurité, c'est comment gérer toutes les agressions qu'on va avoir, parce on est une entité qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, c'est sûr que beaucoup de personnes cherchent à nous nuire, malheureusement, et donc du coup, il faut savoir se défendre. Donc voilà. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je ne veux pas trop déborder pour pouvoir laisser justement à Caroline l'opportunité de s'exprimer un peu plus sur la stratégie économie circulaire. Merci, Victor. Et merci beaucoup à vous tous d'être là. Un grand merci à l'école de nous laisser l'opportunité de venir vous parler de ce qu'on fait. Vous l'aurez compris, on s'amuse beaucoup et ça nous plaît beaucoup. Donc, on a évidemment beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à passer ces 2 heures dans notre compagnie. Alors moi, je m'appelle Caroline Louis, j'appartiens à la direction de l'excellence environnementale avec la casquette spécifique qui est celle de l'économie circulaire. Et ça fait une petite quinzaine d'années que je travaille sur des sujets environnementaux en passant par le développement durable en général et la conduite du changement, mais aussi tout ce qui est atténuation et adaptation des changements climatiques par le biais d'approches de bilan carbone, de plans biodiversité, etc. etc. Au sein de Paris 2024, moi, je m'occupe spécifiquement du sujet des ressources, donc sur le sujet économie circulaire, sur lequel on reviendra. Et aujourd'hui, je vais essayer en une bonne vingtaine de minutes, à la fois de vous brosser le tableau de la manière dont on appréhende le sujet de l'excellence environnementale au sein de Paris 2024, mais également de vous apporter 2 focus ou 2 points un peu plus détaillés sur la manière dont on parle du sujet carbone et dont on agit sur les enjeux carbone, donc liés au changement climatique. Et évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de vous parler d'économie circulaire, ça serait quand même trop dommage. Voilà pour le programme. Et si tu le veux bien, Victor, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à moins que tu puisses me donner la main pour pas avoir à changer toutes mes slides, parce que sinon, ça va pas être rigolo. Je sais pas si tu peux demander le contrôle, comme ça au moins. Non, la fonction a été désactivée par l'administrateur. Je sais pas, j'ai même pas le droit de demander le contrôle. Au pire, ce qu'on va faire, tu as la présentation ouverte ou pas? Sinon, tu la partages. Ah, je peux faire ça, ouais. Comme ça, moi, je m'adapterai, je récupérerai après. Je prends le... Alors, bougez pas. Je vais aller la chercher. Petit couac du direct. Peut-être que si vous le voulez bien, je suis sûre que vous avez plein de questions pour Victor. Hésitez. Ouais. Moi, j'ai regardé sur le village olympique.
Je ne sais pas si j'ai pas entendu quoi, mais après, ces installations qui restent vont être utilisées pour des appartements ou des... Oui. Le but, en gros, un de nos enjeux, c'est de réussir à avoir, c'est bon. En gros, un de nos enjeux, c'est de réussir justement à avoir un impact qui soit le moins important sur l'environnement, sur autre chose, et notamment aussi d'avoir un impact positif pour toutes les personnes qui justement qui vont habiter autour des jeux. Et donc, en gros, il faut savoir que tous les logements qui vont être créés vont être transformés justement en 3000 logements pour les personnes. Donc, il va y avoir des logements pour toutes les catégories socio-professionnelles. Et en fait, au-delà de ça, on va même avoir une réhabilitation de tout le quartier autour, donc avec un quartier qui sera plus, entre guillemets, connecté à la Seine, qui va permettre d'avoir un quartier en fait un peu plus très sympathique, connecté aux enjeux de biodiversité, aux enjeux environnementaux qui sont inhérents justement à notre société d'aujourd'hui. Et donc derrière, oui, le but c'est justement que tout ce qui est construit soit réutilisé après au maximum d'une manière qui soit le plus en accord avec nos valeurs, bien sûr, et le plus en accord avec les problématiques de développement durable qu'on connaît aujourd'hui. Merci Victor. C'est un sujet dont je vais reparler. Ça, c'est 100% de l'économie circulaire. On est en plein dedans. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question avant qu'on te laisse la main, Caroline. Non. Et même par Teams, je ne sais pas si vous avez des questions. Faut pas hésiter. Bon, et bien parfait. Super. Tu vois, excellente gestion du timing. Bravo à tous. C'est parti. Alors, on va parler stratégie d'excellence environnementale. L'idée, c'est de vous donner les grands fondamentaux de la manière dont on aborde le sujet de l'environnement au sein de Paris 2024. Vous allez voir, c'est très simple. On a deux piliers, deux approches qui viennent structurer aujourd'hui la manière dont ma direction travaille au sein de Paris 2024 et qui donne la manière dont on aborde le sujet. Le premier, je pense que vous l'aurez compris de la présentation de Victor, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est le plus grand événement du monde. Et de fait, la qualité de la copie environnementale qu'on doit rendre doit être irréprochable. C'est le premier pilier de la stratégie d'excellence environnementale de Paris 2024, c'est la livraison de jeux exemplaires et innovants. La copie environnementale des Jeux de Paris 2024 doit être la meilleure possible, dans le sens où les impacts doivent être maîtrisés, atténués, compensés, mais également dans le sens où Paris 2024 se veut être la vitrine, le relais et exposer les meilleures pratiques environnementales françaises. Donc, on promeut aussi une forme d'innovation et de fait, une grosse partie de notre boulot, c'est de se doter des meilleurs standards environnementaux dans la manière dont on va construire ces jeux, de façon à ce que les grands événements sportifs ou pas, les futurs organisateurs des Jeux et d'une manière générale le monde événementiel viennent s'aligner sur les nouveaux standards de livraison d'un événement. Donc on s'inscrit ici dans l'idée d'apporter un peu une nouvelle norme dans la manière de penser et de faire les Jeux, et c'est ce dont on va parler avant. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est l'exemplarité. Le second pilier, vous l'aurez compris, les Jeux, c'est un événement absolument unique, unique par son ampleur, mais aussi unique par sa capacité à être une plateforme, un écho, une tribune incroyable auprès de tout un tas de publics, que ce soit les spectateurs, que ce soit le relais médiatique. C'est quelque chose que les sponsors ont très bien compris. Le sport, ça permet de faire passer des messages, ça permet de faire changer des pratiques. Et le deuxième pilier de notre stratégie environnementale, c'est de se servir de ce véhicule exceptionnel et unique que sont les Jeux olympiques et paralympiques pour accélérer la nécessaire transformation écologique du sport. Il ne vous a pas échappé que nous sommes face à des défis majeurs, que ce soit des enjeux de biodiversité, des enjeux climatiques, des enjeux de ressources, dont je pourrais vous parler longuement. Et nous, on est convaincus au sein de Paris 2024 que la portée
de ce qu'on va faire va nous permettre d'aller accompagner les filières vers de nouvelles pratiques, de faire changer les comportements des consommateurs, des industriels, et de participer à cette transformation écologique que l'on appelle tous de nos voeux. Donc, concrètement, vous verrez que dans tout ce qu'on fait, dans les 2 focus que je vais vous présenter après, vous aurez toujours cette première approche d'exemplarité. C'est comment on va être les meilleurs, dans notre livraison environnementale et aussi, cette approche, d'héritage, d'héritage durable, dans le sens pérennité dans le temps, de ce qu'on veut laisser après les Jeux et de la manière dont on veut participer à cette accélération. Alors concrètement, comment est-ce qu'on l'applique et comment on s'organise? Aujourd'hui, l'excellence environnementale au sein de Paris 2024, elle s'articule auprès de 4 enjeux. Ça fait toujours mal au cœur de te voir, se trouver des portes d'entrée, parce que vous l'aurez compris, on est sur des sujets très transversaux. Pour autant, à un moment, il faut aussi des responsabilités et des casquettes bien vissées sur certaines têtes. Donc aujourd'hui, on a, 4 portes d'entrée et 4 sujets qui nous permettent d'adresser nos enjeux environnementaux. Le premier, vous l'aurez compris, c'est celui de l'impact carbone. On en parlera plus longuement, mais la manière dont on va bien évidemment réduire, enfin évaluer, réduire, anticiper, compenser tout notre impact carbone. Je vous donnerai l'ambition de Paris 2024 sur le sujet. On va très loin sur ce point carbone et changement climatique. Donc c'est notre premier volet. On aborde à peu près la même méthodologie, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, sur les sujets de biodiversité, où ici l'idée c'est de bien évidemment évaluer le plus en amont possible, identifier les potentiels impacts environnementaux, les éviter, les réduire et les compenser. Et puis en matière d'héritage, et d'accélération, on va être beaucoup sur la mise en valeur de sites naturels, d'espèces protégées, de révéler aussi la biodiversité quotidienne pour les spectateurs et pour les participants au jeu. Troisième volet, troisième casquette, c'est celle de l'économie circulaire. Alors, on en parlera aussi tout à l'heure, mais l'économie circulaire, c'est rien qu'un gros mot pour parler de ressources. Tout ce qui vous entoure est fait de ressources. L'écran devant vous, l'ordinateur, les chaises, les tribunes. Je ne vois pas la disposition de la salle, mais m'est avis que vous êtes assis sur des éléments matériels. La manière dont on mobilise, dont on produit ou pas d'ailleurs des éléments, dont on les utilise et ce qu'on va en faire après, c'est au cœur du travail de Paris 2024, en tout cas de mon travail, avec cet enjeu que vous aurez bien compris grâce à la présentation de Victor, qui est que les Jeux vont durer 2 fois 15 jours. Comment est-ce qu'on mobilise une ressource matérielle pour une portée de 2 fois 15 jours, et comment on s'assure qu'à l'issue des Jeux, eh ben, cette ressource garde sa pleine valeur et continue à être ressource autre part. Donc, vous entendrez aussi communément ce qu'on appelle des stratégies zéro déchet. On n'utilise pas vraiment cette terminologie, mais en tout cas, l'idée de viser à ce que au réemploi et la réutilisation des ressources, c'est complètement dans notre ADN. Et je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure. Le fait de ne pas faire construire et de s'appuyer sur des sites existants, donc je le redirai, mais le modèle des Jeux, c'est 95% de sites existants ou d'infrastructures temporaires. C'est un gros parti pris de Paris 2024 sur un concept dense et sobre en utilisation de ressources, et sur les éléments dont on a nécessité de construction, dont le village. L'idée, c'est de bien évidemment éviter ce qu'on appelle les éléphants blancs, qui sont ces grandes infrastructures inusitées après les Jeux, mais bien de faire en sorte que ce qu'on construit pour les Jeux réponde à un besoin du territoire. Donc c'est quelque part, nous, on vient s'insérer dans un besoin de territoire sur un laps de temps court, mais le bâti, lui, il est pensé pour 50 ans en réponse à un besoin de logement, d'activité économique, d'infrastructures, etc., pour les habitants du territoire. Quatrième pilier, c'est celui de la résilience. Évidemment, celui-là, vous allez en entendre parler malheureusement. Ici, c'est la manière dont on va s'adapter. Alors, si certains d'entre vous ont suivi les Jeux de Tokyo,
il ne vous aura pas échappé que les conditions dans lesquelles les athlètes ont dû performer étaient très dures. Moi, j'ai le souvenir de l'image du marathon avec des concurrents qui s'évanouissaient sur la ligne d'arrivée due à la chaleur. Comment est-ce qu'on anticipe dans un monde qui se réchauffe la tenue de jeux en août et en septembre, enfin en juillet, en août et en septembre, à Paris et ailleurs, mais comment est-ce qu'on va réussir à avoir du confort thermique, à assurer la compétition des athlètes, le confort des spectateurs, etc., etc. Donc là, on parle de sujets d'adaptation au changement climatique, mais aussi comment est-ce qu'on anticipe et on contribue à la réduction des pollutions de type enjeu de qualité de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols et tout autre type de nuisances. Donc ça, c'est tout le volet de la résilience pour lequel le sport est très en tout cas très à l'écoute, puisque on touche ici du doigt tout ce qui est compétences des athlètes qui s'interrogent beaucoup de l'érosion de leurs performances, des dégradations de leurs environnements naturels pour ceux qui font du sport nature. Et on est pleinement là dans ce travail à notre place, nous, en tant que comité d'organisation des Jeux, pour se faire le relais de ces sujets et pour apporter des solutions innovantes. Alors, je vais passer assez rapidement sur la manière dont on décline, mais ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que l'excellence environnementale, j'utilise une phrase un peu choc, mais moi, j'ai vocation à disparaître. Ma direction, elle a vocation à disparaître. Et le jour où moi, j'existerai plus et où les directions excellence environnementale n'existeront plus, on aura fait un grand pas en avant parce qu'en réalité, tous les sujets opérationnels sont portés par les directions. Et la visée, la portée de l'excellence environnementale, c'est qu'elle soit déclinée au sein de toutes les directions. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui, en fait, on applique les sujets d'excellence environnementale aux métiers et aux différentes directions opérationnelles. Alors, je vais toutes les passer comme ça. Je ne vais pas bien m'embêter avec les animations, mais aujourd'hui, dans les directions de Paris 2024, on a des programmes qui viennent porter nos ambitions en matière d'excellence environnementale. Alors, sur les sujets énergie, vous le savez, on a des engagements qui sont très forts avec un 100% d'électricité renouvelable made in France qui est tracé pour tous les sites qui sont connectés au réseau. On accompagne aussi tout ce qui est solutions innovantes propres pour les besoins qui sont en énergie hors réseau. Il y a 2 sujets, à mon avis, que vous allez voir émerger ces 2 prochaines années et demie. C'est le sujet de la cérémonie avec les bateaux sur la Seine. Vous avez peut-être vu les annonces, mais la cérémonie se déroulera sur la Seine et la ville de Paris et les collectivités ont déjà annoncé qu'elles renforçaient leur soutien et leur financement pour l'électrification et la sortie des énergies fossiles pour la flotte de bateaux qui sera sur la Seine. L'autre sujet, c'est celui des générateurs qui sont beaucoup utilisés dans le milieu événementiel et pour lesquels on pousse des solutions qui sont hors carburant fossile et on aimerait beaucoup que ça reste, que ça soit voilà, un héritage concret et tangible de Paris 2024 sur le sujet. Donc, si le sujet vous intéresse, restez connectés sans mauvais jeu de mots, restez branchés et il y aura des belles annonces sur le sujet. Sur les infrastructures et les constructions, je le disais tout à l'heure, 95% d'infrastructures déjà existantes ou temporaires, c'est vraiment une rupture par rapport au modèle précédent. J'ai plus en tête, mais je crois qu'on est sur une quinzaine de gros équipements qui avaient été construits à Tokyo. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais bon, ici, nous, on va avoir 3 équipements qui seront construits dans le besoin des Jeux et pour chacun qui répondent à des besoins de territoire et qui seront enfin, en tout cas remobilisés derrière. Engagement dont on parlera tout à l'heure, c'est le 100% des matériaux réemployés après les Jeux sur les infrastructures temporaires. Donc ça, on est en plein dans un sujet d'économie circulaire. C'était un engagement de la candidature. Sur les sujets de mobilité et de logistique, 100% des sites accessibles en transport en commun et mobilité active. Donc
L'idée, c'est aussi d'aller vers des flottes de véhicules propres pour toute la famille olympique. Et puis, vous l'aurez bien compris en regardant la carte que vous a présentée Victor, mais je parlais d'un concept dense des Jeux. On voit que 90% des sites des sites de compétition sont dans un rayon de 10 km autour du village. Donc, il y a vraiment cette idée d'être aussi sur la sobriété dans les déplacements, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, le sujet de la restauration, on pourrait être aussi, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour vous donner juste un ordre d'idée, c'est 15 millions de repas qui vont être servis sur 2 fois 15 jours. C'est absolument gigantesque. Avec sur ces enjeux de repas, tout un tas de questions sur de l'origine France, de la bio, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la gestion des biodéchets, même tout ce qui va être le sujet des emballages qui nous occupe bien, et pour lequel voilà, on a un programme qui s'appelle la Food Vision qui va sortir cette année, qui témoignera de l'ambition de Paris 2024 sur le sujet. Et dans notre dernier métier dans lequel on vient décliner, c'est le numérique. Le numérique pour lequel on a tout un programme de numérique responsable, grosso modo à 2 têtes. Ce qu'on appelle le Green IT, qui est comment est-ce qu'on réduit l'impact des équipements et des données. Et l'IT for Green, qui est comment est-ce qu'on met le numérique au service d'une société plus durable, avec ici, moi, un sujet qui m'est cher, l'enjeu numéro 1 de l'allongement de la durée d'usage des produits. Encore une fois, on va venir utiliser des produits pour 2 fois 15 jours sur la plupart de nos éléments tech. Donc, voilà, il faudra conserver toute la valeur de ces produits. Voilà comment est-ce qu'on décline. Alors, évidemment, on a tout plein d'autres programmes sur tous nos autres métiers, mais je vous en donnais les principaux. Je vous donne peut-être... J'ai un petit bug. Voilà, je vous récupère. Je vous passe toute l'animation, mais je vous donne la représentation que l'on a de notre stratégie d'excellence environnementale. Voilà, c'est marrant, je la vois bien apparaître chez vous, mais pas chez moi. Grosso modo, si je dois résumer, vous retrouvez ce qu'on appelle nous notre piste d'athlétisme. On aime évidemment les parallèles sportifs, avec en haut cet enjeu d'exemplarité et d'innovation dans la livraison, en bas l'accélération de la transformation écologique, nos 4 portes d'entrée, nos 4 sujets d'excellence environnementale qui sont traversés par nos différents métiers qui viennent se saisir de nos enjeux d'excellence environnementale. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer, je vais passer un peu vite, je m'en excuse par avance parce qu'on pourrait en parler très longuement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'est de vous donner le principal. Je voulais vous donner quand même très concrètement 2 sujets sur lesquels on a déjà aujourd'hui des résultats ou une approche qui vaut qu'on s'arrête un petit peu. Le premier, c'est le sujet du carbone. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de notre démarche parce que cette démarche, elle est vraiment avec un temps d'avance dans le monde sportif, dans le monde événementiel. Et aujourd'hui, elle se base sur un certain nombre d'éléments. Le premier, quelques éléments méthodologiques, c'est de dire que la manière dont on appréhende l'impact carbone de Paris 2024, c'est ce qu'on appelle un scope 3, donc un impact carbone élargi, qui prend non seulement donc le petit point blanc que vous avez au milieu, à savoir les activités de Paris 2024 en tant qu'organisation, en tant qu'association, mais également l'impact plus large de l'organisation des Jeux Olympiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche élargie. Mais ce fameux scope 3 dont je vous parlais, c'est le fait de prendre en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des Jeux Olympiques et Paralympiques tout ce qui est lié aux impacts des spectateurs, à savoir la venue des spectateurs, la manière de se restaurer, la manière de se déplacer. Tout ça, ça rentre dans notre bilan carbone
et c'est comptabilisé. Donc, on est sur une approche élargie qui est aujourd'hui l'approche qui fait foi hein, pour toute démarche rigoureuse. Évidemment, toute approche carbone, j'espère que vous avez eu un peu une première approche de bilan carbone, un peu une première approche de la manière dont on anticipe un peu ces enjeux. Mais vous le savez, une démarche carbone, elle n'est bonne qu'à partir du moment où vous la prenez le plus en amont possible. Nous, dès 2015, on savait qu'on voulait s'aligner sur les accords de Paris. De fait, on a anticipé en faisant des estimations de ce qu'on pouvait s'attendre, de ce qu'on pouvait attendre en termes d'impact et d'émissions de gaz à effet de serre, de manière à, dès le début, pouvoir cibler quelles allaient être les émissions les plus importantes et à être dans une stratégie d'évitement et de réduction, ce qu'on appelle l'atténuation de nos émissions, donc cette approche de réduction, et finalement de ne compenser que nos émissions résiduelles. On est bien d'accord que quand on parle carbone, pour une démarche qui est robuste, on évalue, on estime, on réduit, enfin on évite, on réduit, et on ne compense que ce qui reste. Une démarche de compensation ne fait pas foi si vous la faites si vous vous dites que de toute façon vous compenserez toutes vos émissions sans chercher à les réduire. Donc nous, on a quand même cet objectif de compensation sur le résiduel. Et puis, vous retrouverez la dernière barre qui est la mobilisation, c'est de se dire, encore une fois, comment est-ce que on bouge notre écosystème pour aller dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres? Ça veut dire que on estime qu'en moyenne, les jeux, ça émet 3,5 millions de tonnes équivalent CO2. Et que pour s'aligner sur les accords de Paris, on réduisait, nous par deux, on visait en tout cas de réduire d'un peu plus de 50% les émissions que nous allions émettre. Donc, Paris 2024 vise d'atteindre l'émission de 1,5 million de tonnes équivalent CO2. Et donc, on va avoir un gros boulot d'évitement et de réduction. Et de fait, de compenser par le soutien à des projets de compensation carbone qui sont labellisés et certifiés, les émissions qui auront été effectivement réalisées. Il s'avère que de ce projet de base a été rajouté un objectif de surcompensation pour arriver à une contribution positive pour le climat, c'est-à-dire que Paris 2024 s'engage à dépenser un certain montant de compensation carbone supplémentaire, donc de soutien à des projets qui seront des projets français. Soutenu par le label bas carbone. Donc, nous serons, si toute la démarche se déroule comme je vous le présente, nous serons donc les premiers Jeux olympiques et paralympiques à contribution positive pour le climat. Peut-être vous dire un mot sur l'approche. Victor, il faudra juste que tu me dises combien de temps j'ai pour pas que je te dépasse trop, que je te mette en retard dans ton programme. On est bon vu qu'on a débordé un peu on a abordé quelques questions avant, donc on est dans les temps, t'en fais pas. Cool, super. T'hésites pas à me faire des petits signes quand tu veux que j'élude. Je sais pas. Alors, parmi un peu les approches méthodologiques qui changent, c'est que habituellement, les grands événements et les jeux spécifiquement, finalement, faisaient une estimation carbone à l'issue des jeux, disaient, attestaient, OK, on a émis tant de CO2, et puis donc du coup, on compense ce qui reste. La personne qui a élaboré cette stratégie carbone que je suis en train de vous dérouler est une des personnes qui a contribué à la candidature de Paris 2024. Donc, dès la candidature, on avait un bilan carbone prévisionnel qui disait, OK, le modèle des Jeux de Paris, a priori, va émettre tant de CO2. Et on a des réestimations carbone qui sont faites tous les ans. C'est-à-dire que chaque année jusqu'au jeu, on vient suivre avec des hypothèses qui sont du coup affinées, puisque vous vous doutez bien que là, ce qu'on a aujourd'hui à 2 ans et demi des Jeux, c'est déjà beaucoup plus fin, beaucoup plus
beaucoup plus fiable que ce qu'on avait à 6-7 ans des jeux. Et donc, on a cette réestimation carbone qui nous permet donc toujours de corriger la trajectoire. Donc, on est sur quelque chose de piloté voilà, et de suivi de manière constante qui nous permet du coup d'ajuster les tonnes évitées, les tonnes réduites et puis la compensation pour anticiper tout ça. Donc, c'est aussi et on s'en réjouit, désolé, c'est un peu d'autocongratulation, mais on est très content d'avoir apporté cette nouvelle méthodologie qui, du coup, deviendra la référence pour les prochains jeux et pour les prochains grands événements sportifs, ou pas d'ailleurs, dans cette anticipation carbone. Sans plus attendre, je vous donne quand même les principaux chiffres de notre 1.5. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que grosso modo, on a 3 grands tiers. Que ce budget carbone, il se divise à la grosse en 3. Le premier tiers, c'est les constructions. Donc, vous le voyez, on a 32% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à du bâti. C'est pas surprenant, hein, vous le savez, le bâti, les infras, c'est aussi ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone en France et dans le monde d'ailleurs. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça. Je vous refais juste un petit clin d'œil sur ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, là, sur les constructions, on a 3 bâtiments. Donc, voilà, on a la piscine olympique, le village. Donc, voilà, c'est aussi une partie de cette réduction dont je vous parlais. Elle est liée à cette sobriété dans la construction qui fait que ça ne représente finalement qu'un tiers de notre bilan carbone parce qu'on construit très peu. Le deuxième tiers, c'est celui de l'opération des jeux. Donc, c'est tout ce que vous avez montré. Je reprends tout à l'heure la petite image que vous a montré Victor pour vous donner un peu toutes les activités des jeux. Bah, nos opérations, nos activités, elles représentent un peu moins de 30% des émissions de gaz à effet de serre, dans lequel vous allez retrouver voilà, l'hébergement, le merchandising, donc tout ce qui va être produits dérivés, la logistique, etc., qui représente un tiers. Donc, c'est voilà, tout ce dont on va avoir besoin pour la tenue des jeux. Et puis, peut-être le plus complexe, c'est ce fameux troisième scope 3 dont je vous parlais, c'est le déplacement des spectateurs. Où là, on a un enjeu qui est très fort, puisque quelque part, sans déplacement de spectateurs, sans spectateurs, les jeux ne seront pas les jeux. Et à la fois, on sait que on a un impact qui est très important de ces déplacements. Donc, nous, on a un, très très gros travail donc, pour favoriser la enfin, le report modal, pour essayer de favoriser aussi des spectateurs qui soient locaux, pour favoriser la mobilité de tous quand c'est possible, etc., etc., sur ce sujet de déplacement qui a un poste énorme de mes émissions. Et puis, peut-être juste pour finir, bien comprendre que du coup, les émissions dans le temps, en fait, elles augmentent doucement, puisque voilà, on voit que petit à petit, on a des éléments qui se construisent, donc on a nos émissions carbone qui s'accumulent. Pour connaître un pic pendant ce qu'on appelle la phase Games Time, puisque c'est là qu'on aura tous les déplacements. Et puis toute l'opération des jeux aussi en Games Time. Donc on voit que voilà, le pic il va vraiment arriver pendant les jeux dans nos émissions. Sur nos fameux déchets du BTP, sur le village olympique, on vise 80 à 100% de valorisation. Pour être un peu au-dessus aujourd'hui en un objectif réglementaire lié de notre fameuse loi AGEC, dont je vous parlais tout à l'heure, à 70%. Donc, on va au-delà de la réglementation et on veut viser 80 à 100% de nos déchets qui doivent être valorisés. Donc, par la valorisation, on entend le recyclage ici, donc tout ce qu'on n'aura pas pu éviter. Sur nos structures temporaires et des infrastructures, ici, on est à 100% de réemploi. Donc, toutes les images que Victor vous a montrées tout à l'heure sur les sites, les tribunes, etc., tout ça, il faut que ça soit du réemploi. Voilà, les tribunes, elles vont continuer à être tribunes, les échafaudages, ils vont continuer à être échafaudages. Enfin, voilà, on sera majoritairement sur un système de location. Sur nos déchets, pendant la phase des jeux, on vise 80% de déchets réutilisés ou recyclés. Ça, c'est une petite révolution parce que je ne sais pas si vous avez les chiffres. Alors, je n'ai pas les chiffres
pour chez vous, mais en Île-de-France, c'est une cata. On est sur du 25% de recyclage, hein, d'une manière générale, sur nos déchets. Donc, viser un 80% de réutilisation, réemploi et de recyclage, c'est un vrai enjeu. Le dernier chiffre qu'on a, c'est l'Euro 2016. Ils étaient à 40% de réutilisation, recyclage de leurs déchets. Donc, nous, on va viser juste 2 fois plus. Donc, voilà, on est très rupturiste, encore une fois, et on espère mettre des nouveaux standards. Puis évidemment, il y aura plein de sujets sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et enfin, tout ce qui va être valorisation des déchets organiques. Donc, vous l'aurez compris, on a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir. Je vous ai mis ici l'embryon de la stratégie économie circulaire qui devrait sortir dans les prochains mois, pour laquelle on va travailler donc avec les partenaires, les directions, pour venir cranter tous ces objectifs et nous assurer qu'à l'issue des Jeux, on puisse sereinement dire que toutes les ressources ont trouvé leur bonne place et que Paris 2024 aura été le plus sobre et le plus efficace dans la gestion de ces ressources. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions, je prends avec grand plaisir. Merci Caroline. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou sur Teams par rapport à cette présentation. Il y avait une question écrite? Je crois. Je vais regarder. Non, le chat. Ouais, je ne sais pas si tu le vois, Caroline, la question. Ouais. Au niveau du budget, quelle est la part financière pour l'organisation par rapport à celle de rendre et remettre les sites comme avant? Là, comme ça, très honnêtement, je sais pas parce que on fonctionne pas comme ça. Enfin, on n'a pas une répartition budgétaire temporelle. À mon niveau, non, j'ai pas cette information. Yannick, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, je ne sais pas. Ouais, bah, j'ai. Moi, ce serait par rapport aux 1,5 million de tonnes équivalent CO2 qui pourraient être en côté positif. J'aimerais bien comprendre comment on pourrait avoir justement un côté positif sur une émission en tonnes équivalent CO2. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, vous me demandez de préciser le concept de contribution positive pour le climat, c'est ça? Je n'ai pas trop compris comment on pouvait avoir une telle quantité d'émissions CO2 qui pourrait être un côté positif. Parce que... Ah oui. Oui, effectivement, je suis passée très vite sur tout un tas de concepts. Le concept clé là-dedans, c'est le concept de la compensation carbone. La compensation carbone, il s'agit de soutenir financièrement. En fait, c'est un peu comme le système de marché et d'achat de crédit carbone. Vous soutenez financièrement des projets qui sont labellisés, qui démontrent un potentiel de captation de carbone. Donc en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on a un certain volume monétaire qui vont nous permettre, pas d'acheter des crédits carbone parce qu'on ne va pas fonctionner comme ça, mais de soutenir l'équivalent de la captation ou de l'évitement d'1,5 million de tonnes équivalent CO2. Donc, mettons, je ne sais pas si je vous invite d'ailleurs, j'en profite, faites l'exercice de faire votre calcul de bilan carbone personnel. Vous avez tout un tas de sites qui le font. Nous, on le fait, on a doté les collaborateurs d'un site qui s'appelle Mon Coach Climat. Vous pouvez faire cet exercice assez facilement pour estimer ce que vous émettez dans votre quotidien. Et le site de l'ONU vous permet de le faire. Et si vous êtes sur le site de l'ONU va vous dire vous pouvez, vous serez généralement entre 10 et 12 tonnes, vos 10 et 12 tonnes, vous pouvez les compenser en finançant tout un tas de projets. Alors, dans les projets que vous allez trouver sur le site de l'ONU, il y a des projets, par exemple, de reforestation, qui sont les plus communs. Donc, vous connaissez le pouvoir de captation CO2 des arbres, des espèces végétales. Vous allez aussi trouver des projets d'électrification rurale, des projets de ce qu'on appelle foyers améliorés, donc qui visent à remplacer des foyers pour faire chauffer la nourriture
qui utilisent beaucoup de charbon sur des choses un peu moins consommatrices de ressources. Donc, vous avez tout un portefeuille de projets et ces projets sont certifiés comme capteurs d'un certain nombre, d'un montant de CO2. Et donc, nous, on achète un volume équivalent de projets qui viennent capter du CO2. Donc, c'est comme une forme de balance où, en fait, quand on a fait tout ce boulot de réduction pour arriver à 1,5 million de tonnes de CO2, qui, comme vous le disiez, reste toutefois un volume important, eh bien, on s'assure qu'on va soutenir financièrement des projets qui attestent capter l'équivalent de 1,5 million de tonnes de CO2. Ça, c'est le principe de compensation carbone. Sur lequel c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est un sujet que vous allez retrouver beaucoup, puisque on parle beaucoup de la Net Zero Initiative, donc c'est des acteurs qui s'engagent à être carbone neutre en carbone à horizon tant. Quand on parle, nous, de contribution positive pour le climat, c'est-à-dire que en fait, Paris 2024 s'engage à soutenir au-delà de ces 1,5 million de tonnes d'équivalent CO2 et à aller soutenir des projets qui vont lui permettre de surcompenser. C'est-à-dire qu'on va venir soutenir des projets qui vont capter au-delà de ces 1,5 million de tonnes de CO2. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'on va avoir une contribution positive pour le climat, puisqu'on aura capté, évité plus de tonnes que ce qu'on en aura produit. Est-ce que c'est plus clair à expliquer comme ça? Merci. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai deux questions. La première concerne la coopération avec les autorités publiques, comment ça s'organise, comment ça s'opère au quotidien. Et la deuxième, donc vous avez abordé la question du Green IT, donc le numérique responsable. C'est aussi un sujet sur lequel nos étudiants sont engagés et travaillent. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples concrets de réflexion ou d'action sur ce sujet? Merci. Ouais, avec plaisir. Sur la première question, il y aurait plein de manières d'aborder la réponse. Déjà, vous dire que Paris 2024, c'est une association, que aujourd'hui on est là et après 2024, on sera plus là. Donc l'association va se dissoudre et que, comme toute association, on a un conseil d'administration avec des administrateurs et nos administrateurs sont des instances publiques. Dans laquelle vous allez retrouver donc la ville de Paris, la région, l'État, etc., etc. Donc, quelque part, tout ça pour vous dire que les décisionnaires, ce sont nos institutionnels. D'autre part, vous dire que quand on parle d'exemplarité et quand on parle d'héritage et de transformation, cela ne peut se penser qu'avec les acteurs pérennes des territoires. Et en ça, la collaboration que l'on a avec, pour pas les citer, mais la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, le département de Seine-Saint-Denis, est fondamentale pour être pleinement dans notre rôle de transformation écologique. Puisque si je vous donne un exemple sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, on, on- on va produire des volumes qui ne seront pas forcément si importants que ça, mais on va produire des volumes de denrées alimentaires non consommées en juillet et en août, quand les réseaux de bénéficiaires sont un peu moins structurés. Donc, un de nos objectifs, c'est de se dire comment est-ce qu'on on s'assure et on arrive à mettre le pied à l'étrier de toutes ces structures qui font de la revente ou du don de la redistribution à l'échelle francilienne, parce que c'est là qu'on va avoir du volume. Et en ça, avec la région Île-de-France, on s'appuie sur le réseau que lance la région Île-de-France qui s'appelle le REGAL, le réseau des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, en devenant un peu le cas d'usage pour le montage, le démarrage de ce réseau, de manière à se dire, en fait, en 2024, on aura réussi à, structurer un réseau d'acteurs et des bénéficiaires qui sont en capacité de couvrir des besoins sur toute l'Île-de-France. Et ça peut se faire qu'avec un pilotage institutionnel qui derrière pourra assurer la pérennité, la continuité de ces dispositifs. Donc on est dans notre rôle en fait d'accélération et de transition écologique, on ne peut que s'appuyer et le faire en bonne synergie avec nos acteurs institutionnels, puisque ce sont eux qui seront finalement les porteurs et la continuité de tout ce qu'on fait. Donc ça, c'était pour la première question. Après, sur la deuxième question sur le programme de numérique responsable, donc on devrait avoir une communication
qui va se faire, qui va être faite là sur ce très très beau programme de numérique responsable tel qu'on le pense. Je vais forcément le prendre du bout de ma lorgnette en vous donnant deux exemples. Le gros sujet sur l'impact environnemental du numérique, c'est le device, l'équipement. Et nous, c'est encore plus fort parce que vous l'aurez compris, en fait, dans 2 ans et demi, on n'existe plus. Donc, l'allongement de la durée d'usage des équipements qu'on va mobiliser est fondamental, hein. On ne va pas prendre des ordinateurs, des téléphones, les utiliser 2 fois 15 jours et puis les mettre au rebut. Donc, tout cet enjeu-là de comment on s'assure du reconditionnement de nos produits derrière pour que mon téléphone reste téléphone et utilisé en tant que téléphone après une utilisation de 2 fois 15 jours, c'est au cœur de ce qu'on fait. On prend même les choses un peu en avant, en amont, en se disant comment nous-mêmes, on peut déjà utiliser des produits reconditionnés pour se dire, voilà, en fait, on essaie d'allonger, de lisser l'impact environnemental de l'appareil sur une durée de vie plus longue. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un peu le corollaire de ça, où sur notre parc informatique, on réfléchit à des modalités de reprise et de reconditionnement par des acteurs du secteur adapté qui pourraient nous assurer du coup de nous permettre de renouveler notre parc parce qu'on va avoir une montée en puissance assez forte aussi de nos besoins en nous fournissant du reconditionné, en reprenant les éléments, en assurant aussi la bonne gestion des datas, parce qu'on a plein de trucs ultra confidentiels. Victor, vous parlez des cyberattaques. Et puis derrière, en reprenant le matériel, en le remettant à zéro, et puis en le remettant dans le circuit. Donc, ça, c'est tout un travail qu'on fait, donc plutôt sur notre parc corporate, qui sont pas du tout les mêmes types d'équipements que ceux dont on va avoir besoin en phase jeu. Mais donc, deux démarches très concrètes de comment est-ce qu'on va réussir à réduire cet impact numérique plutôt sur la partie équipement. Derrière, il y a évidemment tout un travail sur l'éco-conception des sites, l'éco-conception logicielle pour réduire un peu plutôt la partie cloud et la partie non, qui ne soit pas équipement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire et si j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Sinon, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie avec Ludivine, comme je vois que tu es connecté. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait, je suis connectée, je suis là. Je récupère la main et je diffuse ta présentation. Ok. Et tu Bonjour à tous, vous m'entendez correctement? C'est parti. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis donc je suis Ludivine Munoz, je suis ancienne championne paralympique. J'ai participé à 3 jeux. Alors là, ça défile, hein. Vous voulez que j'attende 2 minutes, peut-être que... Je récupère juste, je me remets au niveau de tes slides, comme ça. Hop là. Vas-y, c'est bon. Ok. Donc, je me présente, Ludivine Munoz. Moi, j'ai participé à 3 Jeux paralympiques en tant qu'athlète. J'ai remporté 12 médailles, 3 en or. Lors de Jeux d'Atlanta, Sydney, Athènes, donc c'est pas récent, moi je vous parle de 96, 2000 et 2004. Et ensuite, pour des raisons totalement personnelles, j'ai eu la chance de participer à toutes les éditions qui ont suivi, puisque j'ai été à Pékin faire la touriste aux Jeux d'été paralympiques. Et ensuite, j'ai participé à Londres en 2012 parce que j'étais salariée d'EDF. Et EDF était en partenaire de fournisseur d'énergie au niveau des Jeux de Londres dans le but de créer des partenariats pour les phases ultérieures. Et ensuite, je suis devenue consultante pour France Télévisions pour parler natation à Rio et à Tokyo, en lien aussi également avec Paris 2024, puisque moi, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, je suis salariée de Paris 2024 et je suis leur spécialiste des Jeux paralympiques, c'est-à-dire que je vais apporter à l'intégralité des directions de Paris 2024, la vision sur les spécificités paralympiques quand il en existe, puisque des fois il n'en existe pas. Et puis il y a des moments, il faut être capable aussi de travailler certains sujets un peu plus spécifiquement pour garantir que les Jeux paralympiques
auront une connaissance, une place et bien sûr une vente de billets à la hauteur de l'ambition que Paris 2024 se fixe. Voilà un petit peu pour la présentation. Du coup, sauf erreur de ma part, mais je pensais que j'avais mis des photos, mais peut-être que ça arrive un petit peu plus tard. C'était pour vous faire un petit zoom dans les souvenirs. Alors, je n'ai pas relu. Voilà. Hop, merci. C'était pour vous montrer un petit peu que les Jeux paralympiques représentent complètement l'ambiance des Jeux olympiques au niveau du monde qu'on peut retrouver autour des stades. Et c'est vraiment une compétition qui est exceptionnelle, qui n'a aucune comparaison, surtout au niveau paralympique, avec les championnats du monde ou les championnats d'Europe, parce que finalement, c'est la seule compétition, l'unique compétition où vous retrouvez toutes les disciplines, également où vous avez du public, où il y a un engouement pour cette compétition tous les 4 ans et qui du coup génère forcément une autre vision de la compétition et une autre expérience pour tous les athlètes paralympiques. Donc, comme vous l'avez vu, là, on voit bien le public, là je suis sur les Jeux d'Athènes 2004, et bien forcément ça génère tout un environnement complètement différent pour l'athlète paralympique qui n'a jamais l'occasion de vivre à d'autres compétitions internationales. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu quelques petits souvenirs des Jeux d'Athènes. Je veux bien que tu reviennes en arrière. Donc, moi, je suis en situation de handicap. C'est un handicap de naissance. On l'a vu sur les photos, j'ai pas de bras droit et pas de jambe droite. Du coup, je concourais en compétition dans ma catégorie de handicap. Donc, il existe tout un système de classification aux Jeux paralympiques qui permet à chaque athlète de concourir dans une tranche de handicap qui correspond à ses capacités physiques et du coup qui permet un traitement en totale égalité, équité avec l'ensemble des autres concurrents qui sont avec lui. Et par exemple, je ne concourais pas avec des personnes qui sont déficientes visuelles, mais je concourais avec des personnes qui ont une déficience sur 2 membres dans leur mobilité. La classification, je fais juste une parenthèse et après je passe au sujet suivant, mais la classification, elle est propre à chaque discipline aux Jeux paralympiques parce que dans chaque exercice physique, le handicap, il est différent selon ce que vous faites. Si moi, je dois me déplacer en fauteuil roulant pour faire du basket avec une seule main, mon handicap, il n'a pas le même impact que quand je suis dans l'eau et j'ai carrément 2 membres fonctionnels. Et du coup, je peux bouger autant la jambe que le bras et m'en servir pour nager, alors qu'en fauteuil, pour du basket fauteuil, ma jambe valide ne me servirait à rien, donc il ne me reste plus qu'une jambe qui a une totale mobilité. Donc le système de classification, il est vraiment propre à chaque sport aux Jeux paralympiques. Alors, j'aime bien montrer un tout petit peu une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est pas moi qui ai la main, mais si vous pouvez lancer la vidéo, je la trouve magique. Je vais regarder ça. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si je peux partager moi mon écran. Tac. Je récupère. On a un petit problème. Je partage mon écran comme ça, au moins ça permet à tout le monde de voir. Ça marche, il faut bien penser à partager le son. Tac. Alors, partager le son. Tac. Attends. Là, on n'a pas le son. Si vous l'avez en salle, c'est très bien, ça suffit. J'ai pas entendu, Ludivine. Vous l'avez le son en salle? Vous l'avez pas, vous, c'est ça? Non, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens connectés à distance. Je sais pas. Alors, de l'autre côté, on n'entend pas le son. Je n'ai pas trop l'habitude de partager le son, c'est pour ça. Mais... En fait, c'est au moment du partage, il faut arrêter le partage. Voilà, arrêter, recommencer. Ouais. Et ah oui, c'est bon. J'ai. Tac. On va mettre au début, je pense tout le monde. Vamos lá, chegou a hora. Nossa história é aqui agora. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós pra todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem, soltar nossa voz, força e coragem.
dá, vai na boa, vai que dá, vai com força e com vontade, inspirando emoções. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, pelo sonho da igualdade em todos os corações. Tiziano McFadden gets the first gold in Rio. Here's Jefinho. The gap brilliantly. Oh, what a goal! What a goal by Jefinho! And in off the inside of the post. He could not have finished it better. Let's go right now, right here. Our body and soul making history, transforming hearts in every journey. Forever starts this very moment. And sing out loud, don't be afraid to try. Stand tall and proud, you were born to fly. Transforming us in every journey. Forever starts this very moment. Yeah, cause our hope will keep us dreaming. Every dream a new beginning. Another lesson love is teaching. Oh, there's a price for our decision. There's no difference, no division. Just believe it, yes you can. We could do it, here we go. We could do it, here we go. We're each other's inspiration. Together rising above. We could do it, here we go. We could do it, here we go. We're the real transformation. We've got the power of love. We got the power of love, yeah. No, yeah. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá. We're each other's inspiration. Together rising above. We can do it, here we go. We can do it, here we go. Pelo sonho da igualdade em todos os corações. I want to thank Rio de Janeiro. Cariocas Fantásticos. You warmly embraced these games and took the athletes to your hearts. Oh, yeah. Alors, L'idée, c'était de pouvoir vous donner une rapide vue un peu. Hey, real quick, if you've been focusing on conventional pardon, c'est bon. Ah. Divine, on t'entend plus. Excusez-moi, vous m'avez perdu 2 secondes. Du coup, tout ça pour vous dire. On met sur la Vous m'entendez? présentation. Oui, c'est bon, on t'entend. Voilà. Tout ça, alors mais vous imaginez bien, et c'est vraiment on va dire le slogan et en tout cas la démarche de Paris 2024, c'est de dire que le sport change les vies. Et je trouve que c'est encore plus vrai quand on est en situation de handicap parce que finalement, on peut vite se limiter dans son développement personnel, dans ses capacités physiques, dans ses capacités professionnelles. On peut très vite se sentir limité par son handicap et on va dire ne pas oser aller au-delà de tout ça, dépasser ses limites. Et c'est vraiment ce que le sport paralympique permet à chacun d'entre nous, et ben, c'est de trouver autre chose. Moi, je dis souvent, dans tous les sports ou dans beaucoup de choses que je pratique au quotidien, eh ben, sans vouloir me minimiser, j'arrive toujours derrière tout le monde. Forcément, je cours moins vite, je marche moins vite. Si je vais faire quelque chose à une main, ben, je vais prendre plus de temps qu'à 2 mains. Et ben, pour une fois, quand on se retrouve à pouvoir faire de la compétition, quel que soit le niveau, dans un milieu en situation de handicap avec des gens qui ont une capacité équivalente, et ben pour la première fois, on peut clairement sur un pied d'égalité performer ou en tout cas pour une fois être devant, impressionner, voire même laisser un petit peu des souvenirs. Et c'est pour ça que finalement, ben, dès qu'on arrive à atteindre le haut niveau, comme moi j'ai eu la chance d'avoir, ben, ça transforme sa vie parce que ça nous donne accès à d'autres choses et à une vision complètement différente du handicap, du rapport de la société à nos capacités. Et puis ça donne clairement la confiance en soi et en plus un lien social qui est hyper important. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, Paris 2024, au-delà bien sûr d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques avec tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, eh ben, on cherche aussi à avoir une démarche complètement d'héritage vis-à-vis des Jeux paralympiques parce qu'on est certain qu'en France, même en Europe, et comme à chaque édition des Jeux paralympiques, eh ben, on laisse autre chose. On laisse vraiment un héritage
à la population, on laisse un héritage au pays, voire même on laisse un héritage en proximité sur l'organisation de ces Jeux paralympiques. Et je pense qu'on en parle juste après, sauf erreur de ma part. Alors, on passe les photos. Voilà. Moi, je reviens un petit peu en avance et je termine mon idée. Et tout ça pour vous dire qu'on laisse l'héritage de vouloir montrer à tout le monde que les personnes en situation de handicap, elles ont des capacités, elles ont peut-être des difficultés sur certains sujets, elles ont peut-être besoin d'un accompagnement pour certains gestes du quotidien, elles ont besoin d'accessibilité, elles ont besoin de beaucoup de choses peut-être, mais sur certains points, eh ben, elles ont des talents et elles peuvent du coup avoir une place dans la société. Et ça, c'est vraiment un héritage sociétal très important qu'on va laisser grâce aux Jeux paralympiques et bien entendu avec toute l'accessibilité que le projet va permettre de développer sur toutes les infrastructures sportives. Je vous ai mis, je ne sais pas si il est 49, je pense qu'on a peu de temps, mais je vous inviterai à diffuser la présentation à tout le monde et à cliquer sur les petits liens que je vous ai mis parce que je trouve que la campagne de publicité qu'a pu faire Channel 4 sur Londres, elle est décoiffante et elle laisse vraiment un positionnement qui est très intéressant à une société qui a déjà en Angleterre, puisque l'Angleterre c'est le berceau des Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques sont nés à Stockmanville en 1948. Et vraiment, le positionnement des Jeux paralympiques en préparation de Londres a permis un peu de décoiffer tout le monde. Et on verra effectivement quel positionnement on va aussi travailler pour les Jeux de Paris 2024. Mais je vous inviterai à regarder les pubs que je vous ai mis en lien. Et également, on a une campagne internationale de développement des droits et on va dire du regard sur les personnes en situation de handicap qui est poussée aujourd'hui par l'IPC, qui est le Comité international paralympique, qui est l'équivalent du CIO. Et la campagne, elle s'appelle We the 15. Nous sommes les 15, parce que nous sommes 15% des gens en situation de handicap dans le monde. Et ces 15%, eh ben, ils revendiquent le droit à une inclusion sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Et je trouve que la campagne de publicité est très intéressante sur ce sujet-là, donc je vous inviterai à la regarder. Et c'est vraiment ça qu'on peut considérer que le regard sur le handicap, sur notre place dans la société, il peut changer. Et c'est vraiment aussi ça que je vous ai mis, on a tous un rôle à jouer sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, en parlant aujourd'hui ensemble, dans le cadre de la SOP, des Jeux Olympiques, du respect de tout ce qu'on est en train de faire, mais surtout des Jeux Paralympiques, et bien on a tous un rôle à jouer, un rôle de connaissance, un rôle de compréhension, un rôle de diffusion de tout ce qui peut exister autour des Jeux Paralympiques. Et alors, n'hésitez surtout pas, vous êtes les premiers ambassadeurs du développement de la connaissance des Jeux Paralympiques autour de vous. Et c'est toujours les messages que j'aime bien passer. Si on va un petit peu plus loin, ou si on remonte, hop, voilà. Je voulais vous... je suis certaine, on est à distance, c'est un peu plus dur, mais je suis certaine que tous les athlètes que j'affiche sur ce slide, vous les connaissez. Il y a une notoriété globale des sportifs internationaux et nationaux au niveau olympique. Et maintenant, on avance. En revanche, je ne suis pas certaine, mais je suppose qu'un grand nombre de ces athlètes paralympiques, vous ne les connaissez pas. Et je vous inviterai à prendre un petit peu de temps à regarder. Donc, on a le documentaire qui est sorti maintenant il y a 1 an et demi, Rising Phoenix. C'est un documentaire qui met en lien l'histoire des Jeux paralympiques avec l'histoire de certains athlètes qui, comme tout athlète paralympique, a une histoire à raconter. Forcément, notre handicap, il a une origine. On a travaillé individuellement chacun comment on a accepté ce handicap, comment on a appris à vivre avec et surtout comment on a appris à le dépasser dans le cadre des compétitions de haut niveau. Et il est vraiment magnifique, c'est un documentaire sur Netflix, je vous invite à le regarder et c'est comme ça qu'on connaît Béatrice Viau, l'escrimeuse, une des plus jeunes escrimeuses italiennes à remporter une médaille d'or à Rio et à Tokyo l'été dernier, médaille d'or 2 Paralympiades de suite, c'est assez exceptionnel, avec un handicap qui en plus a un certain poids dans sa catégorie de handicap, donc vraiment une très très belle histoire. Et puis on a des Français, on a Laurent Chardard qui j'espère pourra rapporter la médaille qu'il n'a pas pu rapporter à Tokyo, on a Marie Patouillet qui a fait 3 belles médailles en paracyclisme à Tokyo, Alexian Quincan en paratriathlon, Marie-Amélie Le Fur, c'est celle qui est aujourd'hui la plus connue en paraathlétisme, et ainsi de suite. Vraiment, tous ces athlètes français qui gagnent à être connus. Et demain, vous le savez tous, nous avons aussi les Jeux d'hiver. Et vous verrez, côté paralympique, ils viennent de se placer
3e au rang mondial au dernier championnat du monde à Lillehammer. Et on espère du coup qu'avec leur médaille, pourtant c'est une petite délégation de 15 athlètes, qui pourront également se placer dans les 4 premières délégations au niveau des médailles sur les Jeux de Pékin. Voilà, donc on a besoin de faire connaître aujourd'hui nos athlètes paralympiques pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas vous, mais moi je vais voir une discipline sportive si je la comprends et si je m'intéresse à quelqu'un. Je viens voir quelqu'un, j'espère qu'il va ramener une médaille et plus on va pouvoir présenter la dimension paralympique au monde entier et plus les Français auront envie de venir suivre Laurent Chardard, Marie Patouillet, Alexis Anquincan et pourquoi pas Nantena Keïtin. Voilà, tous ces athlètes, on a besoin de les faire connaître et c'est pour cette raison que nous, on va travailler Paris 2024 à la visibilité des Jeux paralympiques et des athlètes paralympiques au même titre, bien sûr, que les Jeux olympiques. Est-ce que je peux répondre à quelques-unes de vos questions? Je n'ai pas regardé dans le chat si vous en aviez. Pas hésiter, hein. Je suis là pour faire le relais. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup pour Ludivine. Je vais dans le chat au passage. Tac. Non. Bon, en tout cas, dans la salle, vous avez pas de questions, vous n'avez pas... Non. Alors, c'était super clair. Non, merci beaucoup en tout cas, Ludivine. Moi, je vais être très honnête, je vais insister un peu sur ce côté un peu paralympique que moi j'ai fortement découvert aussi en intégrant le COJO. Notamment, oui, ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai encore regardé juste avant les Jeux de Tokyo le documentaire Rising Phoenix que je trouvais très inspirant. C'est la première fois de ma vie que je parvenais à suivre réellement les Jeux paralympiques. Et j'ai découvert beaucoup de personnes, ne serait-ce que des athlètes qui viennent de chez moi. Je pense notamment à c'est Jérémy Anquincan, je crois, ou non, je ne sais plus. Alexis Anquincan, vraiment, sa médaille d'or était magique. Moi, j'ai eu la chance de la voir en direct à Tokyo, c'était exceptionnel. Voilà, qui vient juste à côté de chez moi, et du coup, c'est vraiment de l'histoire de vie. C'est vraiment, je vous invite, ne serait-ce qu'en 2024, que ce soit, si vous n'avez pas forcément l'occasion de venir si vous avez l'occasion de venir aux Jeux Olympiques, c'est très bien, mais venez aux Jeux Paralympiques, remplissez les stades. Mais aussi, ça fait partie de l'ambiance, c'est parti pour tous ces sportifs. Je pense que les sportifs français, c'est ce qu'ils attendent le plus, c'est ce dont ils ont envie. On est à la maison. On a envie de voir des médailles, on a envie de vibrer avec eux. Donc, voilà, je pense que c'est mon petit message aussi, moi, personnel pour les Jeux paralympiques. Je ne sais pas si Ludivine, tu veux rajouter quelque chose, ou même Caroline, si jamais, pour refaire un petit mot de conclusion. Non, mais alors, si j'aime toujours bien rajouter quelque chose, il y a une promesse que je peux vous faire. Si vous ne connaissez pas les Jeux paralympiques, que vous venez les voir, que ce soit... Alors, la télévision, c'est toujours un peu différent, on s'imprègne moins de l'ambiance. Mais en tout cas, je vous promets que si vous achetez un billet, que vous vous retrouvez dans un stade pour les Jeux paralympiques, ça changera votre regard sur la société et vous partirez, au-delà bien sûr de la super épreuve sportive que vous aurez l'occasion de voir, de l'ambiance, de tout ce qui va avec, vous aurez vraiment un regard différent sur la société en repartant. Et sur vos capacités aussi. Voilà mon petit message. Merci beaucoup, Ludivine. Caroline, je ne sais pas si tu veux faire un petit mot de conclusion toi aussi. Ouais, merci Ludivine. Sans attendre les prochaines compétitions sportives, regardez vraiment Rising Phoenix, c'est une grosse tuerie. Voilà, ça vous fera un bon échauffement avant les prochaines compétitions. Et non, vous remerciez pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis évidemment que vous vous tournerez vers des carrières qui intégreront et prendront bien ces sujets d'environnement et de social. Donc on compte sur vous. Vous êtes la relève de demain dans vos pratiques professionnelles et dans vos pratiques personnelles. Donc gardez-nous un peu à l'esprit pour le futur. Merci. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes, que ce soit en ligne ou dans la salle. Je pense que ça nous a tous fait très plaisir de pouvoir vous présenter un peu un bout de notre expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.